Et nous y allons. Écoutez, bienvenue dans les travaux de la mission d'information, création, diffusion et acquisition des connaissances, comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Nous recevons aujourd'hui M. Vincent L'Orphelin, président fondateur du think tank Controverse, et Mme Églantine de Boissieu, directrice générale de la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe. Merci, Madame, Monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je ne sais pas si j'ai bien... Controverse, il y a un 3 au milieu, c'est normal? Oui, on a mis un 3. Ah, d'accord, bon, là, vous m'expliquerez comment ça se prononce. Bon, vous avez l'habitude de présenter tous deux un projet en matière d'intelligence artificielle et de droit d'auteur qui consisterait à s'inspirer de la Société pour la perception de la rémunération équitable, SPRE donc, de la communication au public des phonogrammes du commerce. Les missions de cette société civile, SPRE, créée en 1986, consistent à collecter la rémunération équitable destinée aux artistes interprètes et aux producteurs phonographiques auprès de ceux qui diffusent de la musique enregistrée, désignée sous le nom, l'appellation de phonogramme de commerce. Il s'agit des discothèques, des bars, des restaurants, des chaînes de télévision, etc. La rémunération équitable est collectée par la SPRE et reversée pour moitié aux producteurs et pour l'autre moitié aux artistes interprètes. Les contenus culturels, nous le savons, revêtent une grande valeur économique pour les fournisseurs de systèmes d'IA générative. Alors ça, c'est pas la récréation, c'est la séance. Sans ces contenus, ces modèles ne seraient pas en mesure de générer des images de qualité, des sons, des textes, etc. Or, le partage de la valeur n'est aujourd'hui pas satisfaisant, puisque quasiment aucun accord de rémunération n'a été conclu avec les ayants droit qui peinent à faire respecter leurs droits exclusifs et préventifs. Excusez-moi, c'est la séance ou c'est l'évacuation? Bon, d'accord, parce que sans ça on évacue, hein, on dirait. Donc, j'essaie d'être sérieux. À quoi ressemblerait une redevance dans le domaine de l'intelligence artificielle générative? Le mécanisme de la SPRE pourrait-il être reproduit alors qu'il repose sur la diffusion de musiques originales dont l'auteur peut être facilement identifié, ce qui n'est pas le cas des outputs des systèmes d'IA générés sur la base de milliards de données? Comment une telle proposition est-elle reçue par les organismes de gestion collective qui défendent plutôt le principe de licence d'exploitation de leur contenu? La création d'une redevance et la conclusion de licence pourraient-elles aller de pair? Donc, voilà les questions initiales du propos liminaire du président. Vous avez maintenant la parole pour 10 minutes, un quart d'heure, pour vos propos liminaires. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Alors, notre think tank Controverse propose donc l'esprit de l'IA générative. Pour mémoire, donc vous avez dit, je le redis en un mot, l'ASPRE, c'est cet organisme qui collecte la redevance obligatoire auprès des discothèques et des restaurants pour reverser la rémunération équitable aux ayants droit. Donc il y a 3 raisons pour cette proposition. La première, c'est que le conflit entre les ayants droit que vous avez rappelé et les exploitants ne va pas se résorber tout seul. Donc c'est comme avec l'arrivée du photocopieur il y a des années. Au début, c'était un outil absolument formidable, puisque pour les professeurs d'université, ils pouvaient distribuer comme ça des polycopiés à leurs étudiants, et on trouvait ça excellent pour la mission éducative de l'université. Formidable, sauf bien entendu pour les auteurs et les éditeurs, qui trouvaient que c'était du vol. Et le conflit a duré pendant 25 ans, entre 2 légitimités qui se sont opposées jusqu'au jour où on a mis en place la redevance obligatoire sur les photocopies. L'ASPRE, c'est la même idée, sauf avec un dispositif technologique en plus, qu'on appelle YaCast, qui est installé dans un échantillon de discothèques et de restaurants qui contient une sorte de Shazam qui reconnaît les musiques et permet de constituer des registres centralisés sur lesquels on peut, de manière statistique, répartir la rémunération équitable. La deuxième raison de notre proposition, c'est parce que l'équivalent du boîtier YaCast pour l'IA générative est au point. C'est ce qu'on appelle la similarité vectorielle. Alors, comme on va y revenir, je suis obligé de vous en dire un petit mot. Pour calculer la distance entre Paris et Bruxelles, il suffit d'avoir leurs coordonnées GPS. Donc, c'est-à-dire de représenter les 2 villes, chacune avec un vecteur à 2 dimensions, latitude, longitude. Pour calculer les distances entre 2 avions, là on utilise des vecteurs à 3 dimensions, puisqu'il faut rajouter l'altitude.
Et pour calculer la distance entre deux images, on utilise, avec l'intelligence artificielle, des vecteurs à 1000 dimensions. C'est un procédé qui est au point, qui est utilisé, et qui permet d'associer une image générée à un ensemble d'images d'entraînement dans des datasets massifs en une fraction de seconde. Ce qui permettra de calculer la rémunération équitable. Donc on va y revenir. Cette technologie est au point, elle fonctionne donc avec les images, les photos, mais aussi les textes, la musique, les vidéos. Troisième raison, on pense qu'il faut que le problème des créateurs devienne aussi le problème des grands exploitants. Aujourd'hui, les grands exploitants n'ont pas vraiment d'intérêt majeur dans cette affaire. Pourquoi ? Parce que le risque judiciaire est déjà provisionné, et on en parlera encore dans 10 ans. Le risque technique de la dégénérescence est réel, mais c'est aussi un problème à long terme. Les risques de sous-culture ou de colonisation numérique et de souveraineté, c'est plutôt une opportunité. Donc, pour l'instant, il n'y a pas véritablement d'enjeu mesuré pour eux. Mais il y a un enjeu économique qui, à notre avis, est majeur et n'a pas été encore suffisamment exploré. Alors tout le monde connaît le principe schumpeterien de la destruction créatrice. La destruction de l'innovation rebondit sur le trampoline du tissu économique et se transforme en création. C'est ça le principe de Schumpeter. Mais il existe quelque chose qu'on connaît moins, c'est l'exception à ce principe qui s'appelle le paradoxe de la productivité. Quand la destruction est trop lourde, à ce moment-là, elle déchire le tissu économique. Donc plusieurs économistes nobélisés alertent l'opinion et le débat public sur cette question. Le plus connu d'entre eux, c'est un certain Robert Solow, qui est l'auteur de cette fameuse citation « On voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité ». Ça date de 87 et on a fait beaucoup de progrès. Enfin, les économistes schumpeteriens ont énormément progressé depuis. Je pense en particulier à notre dernier prix Nobel national, Philippe Aghion. Je prends le cas concret d'un illustrateur de livres scolaires. Avec l'IA générative, cet illustrateur devient soit un illustrateur augmenté, soit un illustrateur au chômage. Dans le premier cas, le tissu économique absorbe et transforme l'innovation, ce qui crée un rebond de croissance. Donc c'est le principe de Schumpeter. Dans le deuxième cas, le tissu se déchire, le savoir-faire de l'illustrateur est perdu, ce qui participe à la création d'une récession. C'est le paradoxe de la productivité. Donc le problème pour les exploitants, c'est que l'illustrateur augmenté, c'est un client de plus, et l'illustrateur au chômage, c'est un client en moins. Or, la bourse est très sensible à la rentabilité et à la pérennité des modèles d'affaires. On l'avait vu avec le cas de DeepSeek, qui est l'OpenAI chinois. Donc, et les exploitants eux-mêmes sont évidemment très sensibles à la bourse. Donc, le paradoxe de la productivité donne aux exploitants un intérêt objectif à entretenir le tissu de leur écosystème. Surgit aussitôt un deuxième problème, c'est que cet intérêt est un intérêt collectif et pas un intérêt individuel. Pourquoi ? Parce que la concurrence entre eux fait qu'aucun exploitant n'a envie de payer pour cet entretien si tout le monde ne fait pas la même chose. C'est un autre sujet que les économistes connaissent bien et sous le nom de la tragédie des communs, par exemple la surpêche. La seule solution dans ces cas-là, c'est une gestion collective encadrée par l'État. Voilà les trois raisons pour lesquelles nous proposons la création de la SPRE de l'IA générative. Alors pour illustrer maintenant la stratégie par la prospective de manière plus concrète, la première question que nous nous sommes posée, c'est que va-t-il se passer, le cas échéant, si la loi sur la présomption de Laure Darcos, Agnès Evren et Pierre Ouzoulias est votée ? Tous les auteurs, enfin ceux qui en ont les moyens au moins, vont chercher des indices pour renverser la charge de la preuve et vont s'adresser à des experts judiciaires
pour attester de ces indices et avoir des dossiers plus solides. Les experts eux-mêmes vont chercher des outils, et ces outils vont utiliser le meilleur état de l'art, donc la similarité vectorielle. Pour vous montrer à quoi ça sert, notre think tank a fait réaliser un démonstrateur en taille réelle pour vous montrer comment ça marche. Alors, je vais m'éloigner, ou alors je vous le laisse. Ah oui, là, je me rapproche. Oui. Alors, imaginez que je sois l'ayant droit de cette Marilyn-là. Oui. Et une IA générative génère celle-là. J'aimerais bien calculer une similarité entre les deux. Donc je sélectionne l'une. Ah, j'ai pas mon Wi-Fi. Je n'ai pas mon. Attendez. Est-ce qu'on a la 4G ici? Vous n'avez pas forcément la 4G, mais vous avez le Wi-Fi invité. Ah oui, Wi-Fi invité. AN invité, je crois. AN visiteur. Oui, voilà, c'est bon. Voilà, super. Donc, il faut que je mette OK. Un truc en dessous encore. Voilà. J'accepte. Ouais. Alors, connexion. C'est bon. Oui, c'est bon. OK. Donc, je sélectionne la Marilyn ici, Oui. cette deuxième Marilyn là, et je calcule ici donc un score de fraude qui est en fait une transformation de la similarité vectorielle entre les deux. Bon, vous comprenez pourquoi il fallait que je fasse cette petite parenthèse technique. Et donc si je le calcule, il va prendre quelques secondes, transformer chacune de ces images en une signature qui est un vecteur à 1000 dimensions, celle-là aussi, et calculer la ressemblance entre ces deux vecteurs. C'est une distance en fait qui est transformée. Donc quand les deux images ne se ressemblent pas du tout, le score est à 0, et quand c'est deux fois la même image, le score est à 100%. Voilà. Donc voilà le premier exemple. Voilà, donc ça fonctionne. Je peux vous montrer un deuxième exemple avec Star Wars. Voilà. Et là, j'ai un score de 86%. Bon, voilà le genre d'outil qui va, à notre avis, sans doute se développer. Alors, ça fonctionne sur les images et sur les textes aussi? Ça fonctionne sur tout. Sur tous les médias. Et c'est vraiment quelque chose qui est d'ores et déjà utilisé dans l'industrie, de manière classique. Alors, donc... Démonstration terminée sur ça, en tout cas, parce que j'en ai une deuxième dans une seconde. Oui, alors ce que je voulais attirer votre attention sur le fait que ça reste une similarité vectorielle, donc qui a un gros avantage, c'est qu'elle fonctionne de manière agnostique de l'IA qui a généré l'image. Parce que c'est une IA qui est externe à la fameuse boîte noire, qui, elle, ne s'ouvre pas. Voilà, donc on pense que ce genre de choses va se multiplier, mais comme la similarité n'est pas la causalité, forcément, ça va être contesté. Donc ce qui veut dire que le conflit judiciaire va se déplacer, mais ne va pas se résoudre pour autant. Voilà. En revanche, les auteurs, eux, vont apprendre à utiliser ça et se familiariser avec la notion de similarité vectorielle. Je pense qu'ils utiliseront volontiers ça pour utiliser la similarité comme base de leur rémunération. Je vous montre notre deuxième simulateur là-dessus. Donc là, imaginons que je sois un exploitant d'IA générative qui utilise la similarité vectorielle de manière responsable pour rémunérer les auteurs des données d'entraînement. Donc, ici, j'ai généré un chat. Il est en train de chercher dans une base réelle de 10 millions d'images, celles qui ressemblent le plus, et leur donner des taux d'attribution. Ah oui. Donc la première à 15%, la seconde 13, 15, et c'est de la similarité vectorielle là encore. Voilà.
Ce système est opérationnel. Il est utilisé par exemple par la plus grande base de données Getty, donc Shutterstock maintenant. Il sera utilisé pour la musique prochainement par Universal avec Udio, selon les traces d'informations qu'on peut avoir au travers des brevets. Donc c'est une technique qui est acceptée au moins par ses bases et par leurs auteurs, sauf quand elle est noyée elle-même par d'autres algorithmes qui ne disent pas la méthode complète. Bon. Et donc, ce que dénoncent les artistes, puisque ces choses-là sont publiques, hein, ce que dénoncent les artistes en disant, écoutez, vous êtes en train de nous refaire le coup de Spotify. C'est-à-dire que les éditeurs se payent la part du lion et ne transfèrent que les miettes, le tout sous couvert d'algorithmes extrêmement complexes. Voilà. Donc on est en train, je pense, dans notre prospective, d'aller dans ce sens. Et donc au final, ce seront les créateurs qui seront les grands perdants. On pense que c'est vrai dans la culture, mais que ça ira largement au-delà. On peut étendre ça à beaucoup de métiers cognitifs où les savoir-faire sont engagés. Et finalement, qui peut atteindre la totalité de ce qu'on a appelé le capital immatériel. Donc c'est pour éviter ce scénario que nous proposons l'ASPRE de l'IA générative. Donc on collecte une redevance obligatoire, on les répartit entre les OGC qui elles-mêmes utilisent leurs propres critères pour le distribuer auprès de leurs membres. Voilà pour ma présentation. Parfait, très bien. Madame, vous vouliez intervenir aussi ? Je peux peut-être effectivement... Ouais. Peut-être expliquer en quoi, pour nous, à la CEF, typiquement, ce genre d'outil est extrêmement précieux et même constitue, j'ai envie de dire, une lumière au bout du tunnel, d'une certaine manière. Hein. Nous, à la CEF, la CEF est un OGC qui est un peu singulier parce qu'il a été créé très tardivement pour et par les auteurs et autrices qui étaient exclus, en fait, de la rémunération proportionnelle. La rémunération proportionnelle, qui est une idée très simple, hein, c'est quelque chose qui régit, c'est une manière de partager la valeur sur la base du succès, en gros, de l'œuvre. Or, à la CEF, nous, on est dans les arts visuels, beaucoup de photographes au départ qui n'avaient pas accès à la gestion collective. Nos sociétaires font des œuvres qui n'ont pas forcément vocation à prendre de la valeur. Donc, elles sont vraiment dans ces sociétaires, ces auteurs et ces autrices sont vraiment dans une logique de travail, en gros. Et eux, ce qu'ils cherchent, c'est de la rémunération pour leur travail. Ils ne cherchent pas à investir dans des œuvres qui vont ensuite leur procurer des rentes. Alors, ça peut arriver, mais ce n'est pas, en tout cas, le schéma le plus classique, ça c'est certain. Et là, ce qui se passe avec l'IA, c'est qu'on est dans un risque de substitution, un risque d'éviction. C'est-à-dire que littéralement, des outils qui vont remplacer, en fait, leur travail, leur prendre leur travail. Alors, en plus, il y a quelque chose de très pervers, ça a déjà été dit, j'imagine, de très nombreuses fois, mais remplacer des auteurs et des autrices par des œuvres qui ont été pillées. Enfin bon, bref, vous voyez très bien où je veux en venir, mais c'est vrai qu'en plus, il y a quelque chose de particulièrement violent là-dedans. Donc, c'est pour nous, non pas un sujet juridique, bien que le cadre soit juridique, mais c'est un sujet économique. C'est un sujet économique, c'est un sujet de remplir son frigo, très concrètement, quoi. Or, l'IA est là, il n'y a pas de doute. On peut continuer nos postures à exiger de tout arrêter, etc. Non seulement, en plus, je pense que c'est un peu dangereux sur la vision, enfin sur le regard que le grand public peut aussi avoir sur les auteurs et les autrices et sur le droit d'auteur, hein, qui est vraiment perçu comme un droit de rentier, alors qu'en fait, c'est un droit, encore une fois, qui est un droit à la rémunération, c'est-à-dire le droit de gagner de l'argent avec son travail. Donc, s'il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'argent. Voilà. Avec un outil comme celui-ci, on est dans un endroit qui est vraiment intéressant, puisque c'est très très simple, d'une certaine manière. Il y a une clé de partage en fait qui est proposée, hein, littéralement, voilà, un pourcentage d'utilité d'une œuvre pour créer un contenu. Je ne vais pas appeler ça une œuvre quand même, hein, mais voilà, un contenu synthétique et qui du coup permettrait assez simplement, en tout cas sur le papier, ça évidemment suppose beaucoup réfléchir à concrètement comment on pourrait le faire, mais voilà, à une répartition en tout cas qui nous, pour le coup, nous semblera équitable. Et c'est vraiment l'enjeu. L'IA
est un drame pour bien de nombreux auteurs et nos autrices, ça c'est certain. C'est vraiment une menace existentielle. Et à la fois, c'est un temps de remise en question finalement de ce partage de la valeur. Et ça, pour le coup, nous, encore une fois, avec l'histoire de la CEF, avec les sociétaires qu'on a, avec aussi notre démarche, qui est une démarche, encore une fois, qui est très matérialiste. On considère vraiment que le droit d'auteur est au service des rémunérations et pas au service d'une industrie qui, en l'occurrence, chez nous, n'existe pas de toute façon. On n'est pas dans cette logique-là. Et ben c'est un temps aussi de repenser, en fait, le partage de la valeur. C'est quoi la mesure de la valeur dans le cadre de l'IAG? C'est assez passionnant quand même. C'est-à-dire que voilà, c'est une mesure. Monsieur l'orphelin nous explique que c'est une mesure en fait qui peut intervenir sur la base de l'utilité. Voilà. Et ça pour nous c'est très intéressant parce qu'on est vraiment, encore une fois, je pense que c'est notre cas à nous, mais je ne vais évidemment pas parler au nom des autres OGC qui sont par ailleurs venus vous présenter leur position, mais nous, de là où on se positionne, et on n'est pas un petit secteur, les arts visuels, de là où on se positionne, en tout cas, il y a un besoin de débat vraiment sur ce partage de la valeur, rémunération proportionnelle contre rémunération du travail, et peut-être que là, on a une troisième voie, en tout cas, nous, qu'on souhaite vraiment explorer, parce que, encore une fois, elle répond aussi à, oui, je pense, à des choses qui n'ont pas été tranchées, et surtout à rentrer enfin dans ce débat de la gestion collective via l'angle économique, et non pas uniquement l'angle juridique. Le droit au service de la rémunération. Voilà. Merci beaucoup, Madame la rapporteure, je vous en prie. Merci. Donc, vous nous avez montré une voie, celle dégagée par la similarité vectorielle. Vous proposez l'ASPRE de l'IA. Comment serait structurée cette gouvernance de l'ASPRE, donc qui serait une redevance obligatoire? Quelle serait donc la gouvernance? Et vous avez dû étudier quel pourrait être son fonctionnement concret, les relations avec les acteurs du secteur. On a la gouvernance, puis il y a aussi une vraie question qui est de la détermination d'un niveau équitable de redevance. Qui doit arbitrer la valeur et la répartition? Est-ce que, selon vous, on laisse faire ensuite le marché? Est-ce que ce sont les OGC? Est-ce que c'est une instance indépendante? Est-ce qu'à un moment, le juge aussi peut avoir son rôle? Est-ce que nous sommes au niveau de l'État ou est-ce que nous sommes au niveau de l'Europe ou au niveau du monde? Et puis, moi, sur ce niveau justement de redevance, on pourrait se dire qu'une redevance trop élevée serait est-ce que ce serait un levier de responsabilisation ou un frein à l'innovation? Et puis à l'inverse, si on a une redevance trop faible, est-ce que c'est pas plus symbolique qu'autre chose? Merci Madame la rapporteure. Alors, sur votre première question sur le mode de gouvernance. Alors, au niveau de la répartition de la rémunération, donc il faut effectivement distinguer 3 niveaux. Le niveau de la collecte, le niveau de la répartition aux EGC et le niveau de la répartition des OGC à leurs propres membres. Alors, je réponds déjà au deuxième et au troisième niveau. Donc, pour la répartition entre OGC, ça, je pense que c'est une gouvernance entre eux à trouver. Qui va s'établir sur des critères négociés. On pourrait très bien dire, point de départ de la discussion, c'est au prorata de vos chiffres d'affaires. Mais évidemment, au prorata aussi des données sous licence. Parce que, comme ça a été dit souvent par de précédentes interventions, on ne souhaite pas que ça soit... On souhaite que cette idée soit une redevance obligatoire, mais pas une licence obligatoire. C'est-à-dire tout le monde n'est pas obligé d'y participer. Il y a certaines OGC, par exemple, qui ont un intérêt objectif à ne pas participer à ça. Donc, voilà, donc deux types de prorata. Ensuite, pour ce qui concerne la répartition entre les membres. Chaque OGC, j'ai pas rencontré tout le monde, mais en tout cas, celles que j'ai rencontrées ont toutes des gouvernances différentes les unes des autres. Je pense que les outils de la similarité sont des outils d'utilité, comme le disait Églantine de Boissieu à l'instant, mais qui éclairent sur une valeur d'utilité relative, donc ça doit rentrer dans un tableau de bord
pour la répartition et la gouvernance des OGC, mais ce n'est pas la seule valeur, puisque Églantine de Boissieu nous le dit, elle est très sensible aussi à la valeur travail. Donc, suivant les OGC, on est plus ou moins sensible à la valeur d'utilité, à la valeur travail, au succès, ce qui peut donner des éléments différents. Donc je pense qu'il faut renvoyer ça à la gouvernance de chaque OGC pour ce qui la concerne. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu déjà à cette première question. Pour ce qui concerne la détermination du niveau équitable de cette redevance, alors déjà, donnons-nous quelques ordres de grandeur. La SPRE, la redevance sur les discothèques, c'est autour de 2%. Le rapport Racine pour d'autres... Alors, je mélange un peu les poires et les pommes, hein, vous veuillez m'excuser, mais c'est juste pour fixer quelques ordres de grandeur comparables. Le rapport Racine, qui est actuellement utilisé dans le cadre d'un autre projet de loi au Sénat, indique des niveaux de rémunération des auteurs, suivant les professions, qui vont s'étaler entre 4% et 12% des droits d'auteur, et il considère en général que c'est dans l'ensemble, et c'est un des grands enseignements du rapport Racine, c'était en gros à peu près toutes les filières de la culture ne sont pas des marchés qui fonctionnent de manière normale. Donc la normalité de marché est la règle. Et raison pour laquelle il considère qu'on est plutôt dans un régime de prédation la plupart du temps, en particulier quand les redevances sont en dessous de 8%. Donc voilà une autre source d'information qui me paraît très édifiante. Ensuite, je vais vous prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais qui vient... Le pétrole, c'est 15%. Pourquoi je parle du pétrole ? Parce qu'on parle dans ce sujet-là de la souveraineté et est revenue souvent l'idée de gérer le capital immatériel comme une terre rare. Donc, ce qui justifie en fait cette comparaison. Pour ce qui concerne par exemple Netflix, quand il doit payer, contribuer à la production, lui il va payer en France entre 20 et 25%. En Europe, en Grande-Bretagne, c'est 0%. En Allemagne, je crois que c'est autour de 8-10%. C'est très variable d'un pays à l'autre, mais ça donne là aussi des ordres de grandeur. Et puis, en haute fourchette, on va trouver le modèle de Spotify, où là, l'ensemble des ayants droit récupère 70% du chiffre d'affaires. Le critère le plus important là-dedans, c'est moins, le fonctionnement des marchés que des rapports de force. Parce qu'on est quasiment dans tous les cas dans des systèmes où il y a eu des arbitrages, où c'est très... ce ne sont pas des biens comme les autres, on va dire. Donc, comment définir dans ce cadre-là ? Donc, première partie de ma réponse, commençons par regarder les benchmarks pour essayer de s'inspirer. Deuxième niveau de la réponse, quand il n'y a pas de marché qui fonctionne de manière correcte, le juge est amené quelquefois à poser la question à un économiste en lui disant quel serait... c'est une question que s'est posée un certain Ernst Fehr, hein, qui est un économiste hollandais, qui avait fait cette étude en disant mais c'était à propos d'autre chose, hein, c'était un sujet il y a quelques années, c'était la rémunération de la presse par Google Search. Si Google Search devait payer équitablement, ça vaudrait combien ? Et réponse 16%. Donc en fait, il croise un certain nombre d'informations, enfin je ne viens pas dans le détail, c'est pas l'objet. Donc oui, on peut répondre à la question, peut-on le faire de manière équitable ? Ça a déjà été fait, les économistes savent résoudre ce genre de questions, donc ça peut être fait comme ça. Ça peut aussi être fait de manière, un arbitrage politique pour des raisons de souveraineté. Et je pense en particulier à la souveraineté européenne. Il s'avère que, pour des raisons... comme en Europe, on a probablement le plus gros capital immatériel mondial. C'est le premier gisement de ce capital immatériel dont on se plaint qu'il soit exploité sans contrepartie. Et par ailleurs, on a assez peu d'exploitants. Donc on a un intérêt stratégique objectif
à avoir un niveau de rémunération élevé. Bon. Voilà, donc je ne réponds pas de manière définitive à votre question, mais je donne des pistes de réflexion. Pour ce qui concerne le niveau Europe, France, Europe ou monde, quel est le bon niveau? Alors, je viens un peu de vous répondre à propos de l'avantage stratégique européen. Je pense pour ce genre de sujet, c'est typiquement le sujet où c'est France, puis Europe, puis monde. Un peu comme on avait fait des fois précédentes sur l'exception culturelle ou le RGPD, où on est typiquement dans le même genre de dynamique, à mon avis. Et sur votre dernière question sur est-ce que ça peut être éventuellement un frein à l'innovation, alors on se pose souvent la question de savoir que quand on met en place une nouvelle loi, est-ce qu'il ne va pas y avoir un biais ou un effet non désirable sur l'économie? Alors ça, j'ai envie de vous dire, la meilleure réponse à ma connaissance, elle a été donnée par un certain économiste, Steinfleben, auquel vous faisiez allusion dans votre rapport du mois de juin, et qui nous dit la chose suivante: là où il y aura le moins de distorsion de marché, c'est justement en prélevant sur le chiffre d'affaires. Ce qui est, à mon avis, on a regardé ça avec des économistes, hein, je pense que c'est extrêmement pertinent. Parce qu'à partir du moment où il y a une redevance obligatoire, quel que soit l'opérateur et quels que soient les datasets qu'il utilise, ça n'introduit pas de distorsion sur le marché, ni sur la concurrence, ni même sur l'intérêt objectif que pourrait avoir un exploitant à utiliser un dataset français, européen ou ailleurs. Voilà. J'espère que je réponds à peu près à... Oui. Merci beaucoup. On comprend qu'il y a besoin d'affiner. Vous nous avez donné des exemples de benchmark justement qui nous permettent de regarder quel pourrait être le bon niveau. Je voulais revenir sur vous avez distingué la redevance obligatoire de la licence obligatoire. Quelle différence faites-vous ? Sur la redevance obligatoire, c'est celui qui paye. Donc, dans le cadre de l'ASPRE de l'IA générative, tout opérateur sur le territoire serait assujetti à cette redevance. En revanche, ce n'est pas une licence obligatoire, c'est-à-dire que chaque auteur a le choix de participer ou pas. C'est la notion d'opt-in, opt-out. Si chaque auteur, et du coup, par conséquent, chaque OGC a la possibilité de participer ou non. Donc votre système pose une redevance obligatoire, mais qu'elle est pleinement compatible avec le passage de licence volontaire qui serait là à la main des ayants droit de pouvoir donc c'est pas contradictoire, mais ça pose un standard, quoi. Ça pose un standard. On a une question concernant l'étendue du dispositif. Votre dispositif vise l'image, la musique, le texte, la vidéo. Faut-il un système unique ou par secteur pour cette SPRE de l'IA ? Alors, l'IA de la similarité vectorielle, c'est pas le même algorithme. Ça fonctionne de la même manière suivant les différents médias, mais ce n'est pas le même algorithme, ce sont des logiciels différents. Le logiciel qui va calculer les similarités vectorielles d'un texte, il est complètement différent de celui qui va calculer les similarités vectorielles d'une vidéo. Donc ce sont bien des outils séparés. Donc il s'agit pour l'organisme de développer une gamme d'outils technologiques, une gamme de YACAST, et de les installer chez les exploitants de manière différenciée en fonction des médias qui sont générés. Merci. Donc, on a une redevance obligatoire, la possibilité de passer des licences, ça c'est plutôt pour l'avenir. Comment votre système peut
aussi réparer le préjudice passé avec l'entraînement qui s'est fait sur ces contenus sans autorisation, sans rémunération. Est-ce que finalement ce n'est que si on a des images ou des textes générés qu'on peut éventuellement faire payer ce qui a été utilisé dans l'entraînement? Si je reprends le début, on a des modèles d'IA qui s'entraînent sur de multiples données, qui sont allés chercher un peu tout seuls. Votre modèle de redevance obligatoire se porte sur le chiffre d'affaires, et donc sur le chiffre d'affaires, c'est finalement ce que les modèles d'IA engrangent comme rémunération parce qu'on y a recours en promptant et en demandant une création. On peut se dire qu'il y a eu des millions et des milliards de contenus qui ne seront pas forcément convoqués par un prompt, et pour autant qui ont été utilisés. Est-ce que vous pensez qu'il y a est-ce qu'on peut réparer le préjudice, si préjudice il y a, de l'utilisation de ces œuvres pour l'entraînement? Alors, je ne sais pas trop comment vous répondre. Alors, vous dites, est-ce que un contenu qui aurait été utilisé dans le passé est toujours utile dans le futur? J'ai envie de vous dire, un modèle, il conserve toujours la structure de l'apprentissage qu'il a reçu, même s'il évolue un petit peu avec les mises à jour, les RAG, et les fine-tuning qui viennent derrière. Donc il reste toujours une mémoire du passé. Là où ça peut changer, c'est si, sous l'effet des générations successives des modèles, des datasets du passé ne sont plus utilisés pour les nouveaux modèles, et qui du coup, ces modèles-là n'auront aucune mémoire des modèles passés. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de solution pour réparer le passé. Enfin, on n'en propose pas en tout cas. Je vais peut-être aussi, si vous voulez bien, donner aussi le point de vue, pour le coup, nous, de représentants d'auteurs et d'autrices. Oui, c'est un enjeu absolument fondamental, parce que c'est vrai que ça pose vraiment la question. C'est-à-dire, je n'ai plus de travail, mon travail, c'était faire des logos, des petits logos en plus, pas forcément, enfin, en général, le travailleur du quotidien, quoi. Je n'ai plus de boulot. Peut-être que grâce à mes licences, la licence volontaire de mon EGC, je vais avoir des revenus complémentaires au titre de l'utilité de mes logos passés dans la production de contenu synthétique d'aujourd'hui. Mais ça changerait en fait que j'ai quand même perdu beaucoup d'argent en fait, en perdant beaucoup de commandes. Donc oui, non, de toute façon, quoi qu'il arrive, selon nous, il est absolument indispensable qu'il y ait une indemnisation conséquente des préjudices que les artistes-auteurs ont subissent et vont continuer à subir très probablement en raison du pillage de leurs œuvres. Et ça passe quand même, selon nous aussi, par le renforcement de la protection sociale. La première chose à faire, et ça vous en avez vraiment les moyens, vous, législateurs, c'est quand même d'assurer à ces auteurs un minimum de protection sociale face à ce danger, encore une fois, existentiel, c'est-à-dire leur donner accès au chômage, par exemple, faire en sorte qu'ils aient des droits, en fait, qui les protègent. Monsieur L'Orphelin parlait tout à l'heure de l'illustrateur qui va à un moment donné être sans emploi, mais en fait, il est sans emploi et donc il est sans revenus. Il n'a pas accès aujourd'hui au chômage. Donc ça, c'est vraiment une première chose à faire, qui est quand même de renforcer la protection. Et évidemment, clarifier les conditions juridiques. Vous en avez parlé, j'imagine, de très nombreuses fois ici, dans le cadre de cette mission d'information. Mais l'article 4 de la directive d'Hamoun, enfin vraiment, il faut vraiment travailler dessus. Il y a une nécessité urgente de clarification juridique au niveau européen. Et donc aussi au niveau français sur la transposition. L'article 4 auquel vous faites référence est celui qui crée une exception au droit d'auteur et autorise la fouille de textes et de données. Alors avec une condition quand même qui est l'exercice d'un droit de retrait ou d'un droit d'opposition, difficile à pouvoir faire. C'est au cœur effectivement des réflexions et les interprétations sont vraiment assez divergentes dessus. Sur les
Contenus synthétiques. En fait, les contenus synthétiques sont nombreux, de plus en plus nombreux. Moi, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur les risques de dégénérescence des modèles d'IA, parce que au bout d'un moment, les modèles ayant utilisé tout le capital immatériel, le plus gros capital immatériel auquel vous faisiez référence, monsieur l'orphelin, il va se nourrir ensuite de données synthétiques. C'est quoi votre point de vue sur le risque de dégénérescence des productions d'IA? Alors, d'abord, les travaux des chercheurs qui ont été faits sur ce sujet sont relativement récents. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que à ce stade, oui, ce risque a bien été identifié. Ce que j'en lis et de ce que j'en comprends, c'est que non, ce n'est pas un risque à court terme, hein, parce que donc on en parlera encore dans un certain nombre d'années. Donc le risque de dégénérescence existe, mais ce n'est pas un levier d'action actuel pour pouvoir, comment dire, dans le cadre d'une négociation. En revanche, la question que ça pose, hein, à plus long terme, c'est... Non, pas à plus long terme, à plus court terme. C'est la perspective qu'à un moment donné, à cause du paradoxe de la productivité, le réservoir ne soit plus alimenté ou moins, et à ce moment-là se profile la perspective d'un réservoir de capital, de données, peut-être gigantesque, mais qui reste limité, et qui reste indéfiniment recyclé de cette manière-là. Se pose la question, à ce moment-là, davantage de risque de recyclage indéfini des mêmes données, et donc d'absence de renouvellement, et donc on est plutôt enfin ça exprime plutôt le risque de sous-culture plutôt que de dégénérescence. Le risque que je vois aussi, c'est que finalement, dans les attributions qui découlent de votre démonstration, on fasse référence à des produits synthétiques, parce qu'en fait, ils auraient complètement été noyant les contenus dits originaux. Là, on parle de milliards de contenus. Certaines sont des œuvres, d'autres pas du tout. Mais c'est un vrai risque et c'en est vertigineux. À votre avis, et ce sera ma dernière question, quels sont les obstacles à la mise en place de cette solution de spray de l'IA? Quels sont, d'après vous, les principaux défis, qu'ils soient juridiques, économiques, politiques, qui se mettraient devant la mise en place de cette solution? Alors je pense que Églantine de Boissieu serait mieux placée que moi pour vous le dire. Je pense dans le cadre, enfin moi j'ai rencontré donc des économistes, des techniciens, des ingénieurs, aussi des représentants des auteurs. À mon avis, le risque majeur, c'est un risque politique, c'est-à-dire le jeu des OGC, des postures des uns et des autres qui ont déjà été prises et dans lesquelles certains sont prisonniers. Gêne beaucoup ce jeu de la formation espérée d'un marché efficient. Et donc, c'est à mon avis le risque majeur, oui. Oui, j'ajouterais aussi le manque d'envie de rentrer en négociation de la part des plateformes, hein, très probablement, sans un coup de pouce législatif qui créerait un risque judiciaire suffisant. Au-delà des questions économiques que nous a décrit Vincent l'orphelin, qui évidemment ils doivent connaître. Il y a cet enjeu-là, hein. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un coup de main. Et là, je partage aussi tout à fait cet avis. Ça peut tout à fait commencer par la France et remonter au niveau européen, puis remonter au niveau mondial, hein. Mais il y a besoin d'un coup de pouce. On n'a pas les conditions de négociation réunies aujourd'hui pour, en tout cas, forcer les plateformes à discuter avec nous concrètement, à rentrer en négociation.
qu'elle y trouve en effet un intérêt économique, comme vous le disiez, M. L'Orphelin, parfaitement. Bien, Madame, Monsieur, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre échange. Merci aussi pour cette démonstration très impressionnante. Et puis, écoutez, si vous avez des compléments, ou vous pouvez même envoyer peut-être la vidéo à nos administrateurs, ça pourrait être intéressant de la donner, hein, parce qu'on pourrait la mettre en lien dans le rapport. Enfin, encore une fois, merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Merci.